Vendredi, 18 heures. Je viens de passer une bonne journée aux urgences cancérologiques. Il y a eu des diagnostics, des rechutes, des consultations, des hospitalisations. Et puis là, on me dit qu'il y a une femme de 62 ans qui arrive avec 42 fièvres. Elle s'appelle Sylvie. Je ne la connais pas. Je regarde sur l'ordinateur et je vois dans son dossier médical qu'elle a un cancer pulmonaire en phase avancée. Elle a reçu déjà 3 lignes de chimiothérapie, mais malgré tous ces traitements, elle a quand même une bonne autonomie. Et malgré ses traits tirés, sa fièvre, elle a un grand sourire, elle est plutôt très chaleureuse. Elle est à domicile, autonome, avec un mari breton, marin, peu bavard. Mais elle m'accueille chaleureusement en disant « Docteur, vraiment, je compte sur vous, il faut me remettre sur pied, parce que dans 2 jours, j'ai un voyage en Suisse. » C'est assez facile de faire le diagnostic, elle a une infection urinaire. Et effectivement, avec des bons antibiotiques qu'elle va démarrer tout de suite, elle va pouvoir rentrer chez elle et faire son voyage. Mais la discussion prend une tournure à laquelle je ne m'attendais pas. Ce voyage n'est pas vraiment une promenade de santé. Elle a décidé, lundi, d'être suicidée. Elle a organisé son suicide assisté lundi, qu'elle a organisé depuis très longtemps, avec l'aide d'une association qu'elle a rencontrée il y a 2 mois, qui a validé la possibilité, compte tenu de sa situation médicale et de son accord. Elle a payé les 5 000 € sur les 10 000 qui paieront tout jusqu'à sa crémation. Elle part avec son conjoint, avec quelques amis. Le dimanche soir, ils feront un bon gueuleton dans un restaurant. Et puis le lundi, elle ira dans cet hôtel particulier où l'attend un bénévole de cette association. Il ira s'allonger sur ce grand lit dont le dossier a été incliné, confirmera sa décision, et puis on lui posera sur la table ce verre rempli d'un barbiturique en surdosage qu'elle boira. Elle va s'endormir au bout de quelques minutes, puis arrêter de respirer. Oh, vous savez, docteur, j'aurais préféré faire ça à Paris, mais je sais bien que vous n'allez pas pouvoir m'aider. C'est vrai, madame, qu'en soins palliatifs, dans des situations comme la vôtre, vous êtes fragilisée par la maladie, on a plutôt envie de vous donner un accompagnement un peu doux que ce projet un peu brutal que vous me racontez. Oh, mais vous inquiétez pas, docteur, vous savez, je suis une enfant de mai 68, interdit d'interdire, la liberté, pas de mariage, pas d'enfant. J'aime organiser ma vie, je décide tout, je maîtrise tout, et je suis militant depuis très longtemps de cette possibilité de finir sa vie quand je le souhaite. Et puis, vous savez, la fin de vie de maman, c'était quand même pas très chouette. C'était il y a 20 ans, elle a souffert. Moi, je veux pas souffrir, je veux pas de dégradation. J'ai pas envie d'être faible, d'être vulnérable. J'ai pas envie d'être un poids pour la société, pour mon mari. Et puis, j'ai pas envie qu'on m'abandonne. En fait, je comprends que Sylvie ne sait rien de tout ce qu'on peut faire ensemble avec l'équipe de soins palliatifs. Les soins palliatifs, ce sont ces hommes et sa femme qui se sont engagés dans du soin qui permet d'accompagner les personnes gravement malades ou en fin de vie pour faciliter tout ce qui peut être leur autonomie et leur qualité de vie, chaque fois que possible à la maison, avec 2 grandes exigences. Une exigence de soulagement des symptômes et en particulier une expertise dans le soulagement des douleurs et ô combien ces soulagements de douleurs ont pu faire des progrès considérables ces dernières années. Et puis une écoute qui permet d'avoir une communication, de pouvoir rester en lien et de pouvoir avancer ensemble. Sylvie rentre chez elle, je rentre chez moi, mais cette consultation m'a quand même marqué. Et je me mets à lire sur Internet des bouquins, des publications. Et puis, en équipe, on échange sur ce genre de consultation avec les patients qui peuvent exprimer un désir de mort provoquée. Et puis, j'écoute ces auditions à l'Assemblée nationale, j'écoute toutes ces personnes qui s'expriment sur le sujet. Et puis enfin, on finit par avoir des visios avec nos collègues de Belgique, de Canada, de Luxembourg, qui nous partagent un peu comment ça se passe chez eux. La législation étrangère, pour certains pays, permet, comme en Suisse, ces suicides assistés ou parfois l'euthanasie, c'est-à-dire cette injection létale par un médecin. Au début, l'idée était de répondre à quelque chose qui est de l'ordre de la fraternité, qui dit vraiment, si on est dans une situation de fin de vie, qu'on est adulte, et que l'impossible de soulager est là, eh bien, il y a possibilité d'un geste. Mais au fil du temps,
Dans tous ces pays-là, l'évolution a été considérable. Et sans cesse, on a élargi les conditions d'accès. Aujourd'hui, là, en 2024, selon les pays, les enfants peuvent être euthanasiés. Puis maintenant, les adultes avec une maladie mentale. Et puis maintenant, des personnes âgées. Maintenant, des personnes qui ne sont pas en fin de vie ou pas sans pronostic. En mai 2022, au Canada, les personnes handicapées. Et là, il y a 3 semaines, le 30 décembre, au Canada, les personnes avec une maladie d'Alzheimer, même si elles ne sont plus en capacité de consentir, mais à condition qu'elles aient rédigé des directives anticipées quelques années plus tôt. Alors, je m'interroge, est-ce réellement une fraternité? Aujourd'hui, en France, il y a effectivement des personnes qui pensent que ça peut être une nouvelle loi, un nouveau droit, une nouvelle liberté, quelque chose qui relève de fraternité. Et d'autres qui disent, oui, mais avec ce que l'on voit, est-ce que ce n'est pas une incitation à partir, surtout dans les territoires où il n'y a pas une offre de soins? Peu importe notre opinion. Ce qui nous a intéressés en équipe, c'est de savoir pourquoi. Pourquoi cet engouement? Parce qu'il y a un vrai engouement. 22 ans après, en Belgique, on a encore 15% d'augmentation des euthanasies. Il y en a eu 3000 cette année, à peu près 3% des décès. Au Canada, 8 ans après, 31% d'augmentation, 10 000 euthanasies cette année, 8% des décès. Et puis, Herald Tribune, un article il y a quelques jours, début novembre, qui alerte sur le fait qu'au Canada, on ne contrôle plus, des hommes et des femmes se font euthanasier alors qu'ils ne sont pas en fin de vie, ils ne sont pas malades, mais la raison principale est le sentiment d'exclusion sociale. Pourquoi donc cet engouement? Nous avons échangé à nouveau avec nos collègues des différents pays, et ce qui est revenu, c'est la peur. La peur. Peur de l'avenir, peur d'être fragile, peur d'être malade, peur d'être dépendant, peur qu'on soit obligé de vous tendre la main, et finalement, peur d'être vulnérable. Nous avons peur d'être vulnérables alors que c'est notre condition humaine d'être vulnérable, que tout ce qui a une vie est vulnérable, que ce soit la nature ou nous-mêmes. Pourquoi sommes-nous si anxieux de cela? Alors que la vulnérabilité, elle nous donne des messages, et nous en avons eu cette année. Nous avons eu des messages sur la vulnérabilité. Rappelez-vous, nous avons été émus, 11 millions de spectateurs à regarder un petit truc en plus. Ils sont venus nous dire, accueillez notre vulnérabilité, partagez-nous la vôtre, et vous verrez ensemble, la vie sera plus agréable. Nous avons été émus, des millions, voire des milliards, devant les Jeux paralympiques. Ces hommes, ces femmes, venus décrocher des médailles d'or de résilience, alors qu'ils avaient été blessés, cassés par un accident, un handicap. Certains n'ont pas de jambes, pas de bras, sont en fauteuil roulant ou sont aveugles. Ils sont venus dire « la vie est possible malgré ce handicap, malgré la fragilité. Ne pensez pas à notre place que notre vie ne vaut pas la peine d'être vécue. » Je me rappelle le témoignage d'une de ces joueuses paralympiques au micro d'un journaliste qui disait « le plus dur, ce n'est pas de ne pas avoir de jambes, le plus dur, c'est le regard des autres. Et quand j'entends au restaurant « oh là là, à sa place, je préférais me suicider », ça, c'est difficile. » Vulnérable. Rappelons-nous, ces 3 garçons avec la maladie de Charcot, Olivier Goy, les Invincibles, ils ont une maladie de Charcot, c'est-à-dire cette maladie qui paralyse les bras, les jambes, certains ne peuvent plus parler. Qu'est-ce qu'ils nous disent? Ils nous disent leur envie de vivre terrible. Il y en a un qui est sur les plateaux de télé, qui a même fait un Olympia, qui est en train de nous dire « battez-vous pour l'accès aux soins, battez-vous pour la recherche et changeons le regard sur la vulnérabilité. Nous pouvons avoir une qualité de vie, mais aidez-nous aussi à des politiques publiques qui permettent que quand on est handicapé, ça ne soit pas l'enfer de monter dans un bus. » Et puis là, à l'heure où je vous parle, vous avez 40 navigateurs qui ont quitté il y a 10 jours les Sables d'Olonne. 40 navigateurs qui se sont embarqués dans la plus grande course au large du Vendée Globe. Parmi ces 40 navigateurs qui sont seuls, sans équipage, sans assistance, pour faire le tour de la planète et faire le tour de l'Antarctique, vous en avez 2. 2 qui sont sous la voile vulnérable. C'est quoi le message? C'est de dire nous sommes tous vulnérables sur une planète vulnérable. Et pour continuer ensemble, il faut prendre soin de notre planète et soin de nous. Nous sommes tous vulnérables et en fait la vie elle est plus simple quand on partage notre vulnérabilité et qu'on accueille celle des autres. Alors vous allez me dire, mais oui, mais eux ils sont dans une performance. C'est vrai. Et c'est vrai aussi que dans notre société aujourd'hui, on est toujours dans l'ultra-performance, il faut toujours faire plus.
Il faut toujours être productif, ce qui met de côté les personnes vulnérables et épuise souvent les autres. Regardez combien de sont en burn-out. Eux, c'est différent. Ils ont fait le choix avec leur équipe, avec leur écurie, de faire le jeu, de partager complètement leurs failles, leurs vulnérabilités, leurs fragilités. Ils ont partagé leurs inquiétudes, leurs doutes, leur insomnie. Et ils ont fait la même chose sur ce qu'ils pensaient être les fragilités de leur bateau. Et comme ça, leur équipe a pu travailler avec eux sur ces faiblesses et leur permettre d'être plus forts. Alors je ne sais pas s'ils gagneront le Vendée Globe, mais ce matin, ces deux skippers étaient respectivement premiers et deuxièmes de la course. Ils ne partent pas en pensant qu'ils sont les plus forts, ils partent en pensant qu'ils savent qu'ils sont vulnérables et qu'ils vont avoir des problèmes entre les vagues et les icebergs. Revenons à Sylvie. Lundi matin, on trouve sur notre répondeur du secrétariat un mot. « Bonjour, c'est Sylvie. Je ne suis pas parti en Suisse. Mais j'ai besoin que vous m'accompagniez. Je vous fais confiance. Ne me laissez pas tomber. Rappelez-moi, s'il vous plaît. » On a refait 3 mois ensemble d'accompagnement entre l'hôpital et surtout à son domicile, accompagner aussi son conjoint qui, en fait, n'avait pas trop adhéré au projet, mais avait accepté sa décision. Et puis, comme on en avait parlé ensemble, elle a accepté de pouvoir être admise en unité de soins palliatifs pour les derniers jours. On lui avait dit que si vraiment c'était inconfortable, on pouvait toujours la faire dormir pour ne pas souffrir avant de mourir. Elle n'en a pas eu besoin et on est allé un jour la rendre visite. Elle avait des amis autour d'elle, elle rigolait. Elle nous a fait ce témoignage, elle nous a dit « Mais j'ai consenti à l'imprévu, j'ai lâché prise et j'ai vécu quelque chose que je pensais impossible à vivre. Je pensais que ce temps n'avait pas de valeur, je pensais que ce temps était éliminé. Or, il a été précieux, il a été extraordinaire, merci. » Alors bien sûr, il y a d'autres Sylvie et des Sylvains. Bien sûr, il y a des gens pour qui la résilience est moins facile et le soulagement difficile. Bien sûr, il y en a qui choisiront d'autres chemins, il faudra peut-être les accompagner autrement. Mais si notre raison principale de vouloir en arriver à décider de mourir, parce que les études le montrent que 80% des personnes qui ont recours à la mort programmée, ce sont des gens qui se sentent vulnérables, qui se sentent exclus, qui se sentent un poids pour les proches et la société. Si c'est ça la raison, mais à ce moment-là, elle est réversible, cette raison. Alors osons partager notre vulnérabilité, osons l'accompagner, osons accueillir l'autre. Parce qu'en fait, tout le monde est gagnant. Je tends la main à quelqu'un, je l'aide, et en échange, il m'humanise. Et c'est un cercle vertueux. Osons être vulnérables ensemble, c'est dans l'intérêt de tous. Merci.